Bien, bonjour à tous, ou plutôt rebonjour. Les débats continuent sur l'espace sécurité intérieure et défense. Et à mes côtés, je suis ravie d'accueillir Kéliane Sens-Pascual. Kéliane, vous êtes chargée de recherche au Centre Géode sur les questions relatives à l'emploi des technologies numériques et de l'information par la Russie, à la fois sur son territoire mais également contre ses adversaires. Vous êtes présent aujourd'hui à nos côtés donc, pour évoquer les opérations d'influence russe en Afrique, un sujet, ma foi, dont on parle peut-être beaucoup aujourd'hui, mais qui est toujours, c'est toujours important aussi de remettre un petit peu le débat au centre. Et donc, c'est ce que vous allez faire aujourd'hui, notamment en revenant sur les narratifs, notamment anti-français et anti-ONU, qui sont aujourd'hui les plus exploités. Merci beaucoup, Kéliane. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Comme vous l'avez dit, effectivement, le sujet de l'influence russe en Afrique est aujourd'hui particulièrement traité dans les médias. Alors après, on peut se poser la question pourquoi l'Afrique, parce que ce n'est pas une région proche particulièrement de la Russie, ce n'est pas ce qu'on pourrait appeler le pré-carré. Je peux citer trois raisons, trois parmi d'autres bien sûr, mais il y a une dimension de prestige qui va être par exemple que la Russie parle à tout le monde. D'essayer de montrer que la Russie parle à tout le monde. Il va y avoir une dimension diplomatique, notamment au niveau de l'ONU, parce que lorsqu'il y a des résolutions qui sont proposées par la Russie, plus il y a d'alliés ou en tout cas d'États qui auraient des idées plus ou moins similaires, plus il y a probabilité que les résolutions soient adoptées ou au moins qu'on ne vote pas contre. Des dimensions économiques aussi. Par exemple, tout ce qui concerne l'extraction de ressources énergétiques, mais aussi de ressources minières, notamment depuis le début de la guerre en Ukraine, il y a une problématique autour de l'extraction d'or qui permet de contourner un petit peu les sanctions économiques qui ont pu être engagées contre la Russie. Alors maintenant, la question va être par quels moyens et par quels acteurs la Russie exerce-t-elle cette influence? À Géode, on a une typologie composée de trois types d'acteurs. On a les acteurs blancs, acteurs gris, acteurs noirs. Donc, qu'est-ce que c'est les acteurs blancs? Ce sont les acteurs qu'on dit transparents, qui sont assumés. Donc ça va être les acteurs diplomatiques, les ambassades, également les médias d'État qui assument complètement leur financement. Les acteurs gris, ça va plutôt être les acteurs dont les liens sont supposés mais pas nécessairement assumés. Ça va être tout ce qui va être par exemple les entrepreneurs d'influence tels que Yevgeny Prigojine, qui est notoirement russe, qui agit notoirement pour les intérêts de la Russie, mais qui jusqu'à il y a peu réfutait complètement agir spécifiquement en corrélation avec le Kremlin. Et les acteurs noirs qui sont par définition clandestins. Donc ce sont des acteurs qui, dès le moment où on les découvre, sont automatiquement catégorisés soit en acteurs blancs, soit en acteurs gris. Et de même, dans cette typologie, on a aussi donc les actions engagées par ces acteurs qui peuvent elles aussi être blanches, grises ou noires, selon qu'elles soient parfaitement assumées, très légèrement assumée ou bien complètement clandestine. Alors ensuite, comment est-ce que la Russie tente-t-elle d'influencer sur l'Afrique? Donc il y a plusieurs éléments qui sont mis en place par les acteurs blancs, donc comme tout simplement la mobilisation de liens historiques qui ont été noués à la période de l'URSS. Donc, par exemple, c'est le cas avec le Mali. Plusieurs dignitaires maliens ont par exemple fait leurs études en URSS. Donc ça, c'est quelque chose sur quoi la Russie tente de jouer lorsqu'elle essaye de réactiver ses liens en Afrique. Mais il y a aussi d'autres éléments comme des arrangements diplomatiques tels qu'il y a 2 semaines par exemple Vladimir Poutine a parlé d'effacer la dette de plusieurs pays africains. Donc ça aussi c'est un élément qui est mobilisé par la Russie pour tenter de bien se faire voir du côté des États africains. Il y a la promotion de la culture russe aussi à divers égards. Que ce soit par l'ouverture de centres culturels, que ce soit aussi par la mobilisation de l'Église orthodoxe. On peut citer notamment en 2022 l'église d'une ville centrafricaine, Bimbo, qui est entrée sous l'égide du patriarcat de Moscou. Et aussi, il y a une grosse mobilisation autour de la langue russe, de la russophonie, et notamment on a eu
en août 2022, mais on en a surtout entendu parler en janvier 2023, l'ouverture de l'Organisation africaine de la russophonie, qui a été ouverte par un certain Émile Simparfait, qui a des liens avec Yevgeny Prigojine encore. Donc, en tout cas, cette question de la langue russe est très mobilisée aussi par la Russie pour exercer son influence. Et ensuite, donc, on arrive au volet informationnel qui se compose à la fois de l'utilisation de médias d'État, donc RT Sputnik par exemple, qui diffusent un certain nombre de narratifs qui vont dans le sens des intérêts de la Russie, donc de la présence russe, qui vont être utilisés aussi notamment dans le cadre des activités d'Evgeny Prigojine pour nier la présence de Wagner sur place, pour ne parler uniquement des instructeurs russes, et en parallèle pour induire une sorte de lutte sur place avec d'autres acteurs qui sont érigés en adversaires de la Russie et de l'Afrique surtout. Donc ça va être la France dans les pays francophones, mais ça va parfois aussi être l'ONU. Car si on regarde par exemple les narratifs qui sont diffusés tant sur les médias RT Sputnik, mais aussi et surtout sur les médias qui sont gérés par Yevgeny Prigojine, que ce soit en langue russe avec la Riafan ou que ce soit en langue française par exemple avec des médias africains qui ont passé des accords avec lui, tels que le Radio Lengo Songo en Centrafrique, on trouve un certain nombre d'articles qui vont critiquer en Centrafrique la MINUSCA, au Mali la MINUSMA, qui vont essayer de faire le lien entre l'ONU et les organisations terroristes qui agissent sur place. Même chose pour la France. Donc il y a vraiment cette dimension de créer un ennemi commun avec lequel la Russie pourrait être considérée comme un allié qui serait préférable pour les Africains. Et il y a un narratif en particulier qui est extrêmement utilisé, qui est celui de la lutte, de la prétendue lutte de la Russie contre le néocolonialisme, qui serait le fait des Occidentaux, et qui est d'ailleurs de plus en plus mobilisé, même dans le cadre des narratifs qui sont mobilisés autour de la guerre en Ukraine aujourd'hui. On voit la récente nouvelle conception de politique étrangère qui a été publiée il y a quelques jours par Vladimir Poutine, qui contient explicitement cette mention de la lutte de la Russie contre le néocolonialisme. Donc ces narratifs sont mobilisés, comme j'ai dit, à la fois pour les intérêts de la Russie, mais aussi pour les intérêts des acteurs sur place. J'ai mentionné Yevgeny Prigojine qui a ses propres activités sur place, à la fois pour les intérêts de la Russie, mais aussi pour ses propres intérêts. Car il ne faut pas l'oublier, Yevgeny Prigojine reste un homme d'affaires qui s'enrichit grâce à la récupération des ressources minières en échange de la mobilisation de ses capacités à la fois militaires avec Wagner et à la fois informationnelles avec tout ce qui va être les fermatrolls qui sont liés à l'Internet Research Agency, ou plus précisément au projet Magadan qui a été découvert récemment dans les leaks qui ont été diffusés en février 2023 si je me souviens bien. Donc fermatrolls qui agissent pour délégitimiser la présence française au profit de la Russie et surtout de Wagner. Donc la question se pose ensuite de la réplication de ce modèle ailleurs, parce que si je reviens sur la récente conception de politique étrangère qui a été publiée, où on voit de plus en plus des mentions de l'Amérique latine, où Vladimir Poutine, enfin en tout cas le texte qui a été publié pour Vladimir Poutine, mentionne le fait que les pays d'Amérique latine, je cite, qui le souhaiterait, pourraient également recourir à la Russie pour lutter contre le néocolonialisme et mettre en place le même genre de stratégie pour lutter contre l'influence américaine sur place. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions ? J'arrive tout de suite avec un petit micro. Et donc d'un point de vue numérique, comment ça se traduit Alors d'un point de vue numérique, donc j'ai déjà mentionné les fermatrolls. Étant donné que Internet est utilisé différemment sur place, plusieurs stratégies sont mises en place. Ce qu'il faut savoir par exemple, c'est qu'en Afrique, WhatsApp est beaucoup plus utilisé pour diffuser des informations. Certains articles qui pourront être publiés par la presse russe vont être diffusés par ces boucles WhatsApp. Il y a aussi l'utilisation de différents sites internet, à la fois des sites qui sont directement gérés par exemple par les structures d'Yevgeny Prigojine, mais aussi par des acteurs locaux.
pour différentes raisons d'ailleurs, et pas nécessairement à cause d'un tropisme pro-russe, mais aussi tout simplement parce que, par exemple, Sputnik publie des articles qui sont libres de droit. Donc pour des médias locaux qui auraient besoin de contenu facile à récupérer pour générer du revenu, Sputnik est une manne inespérée, étant donné que le journalisme sur place n'est pas forcément facile à exercer et les conditions financières ne sont pas non plus idéales. Et donc c'est là que la Russie tire son épingle du jeu en utilisant aussi toute cette galaxie d'acteurs locaux qui ne vont pas nécessairement être pro-russes, mais pouvoir récupérer du contenu généré par la Russie dans ses intérêts pour des intérêts privés. Allô, ah ouais, ça marche. Ah oui. Est-ce que la Russie fait du prosélytisme de hacking à travers ces pays-là ou pas forcément pour hacker ses propres cibles à elle ou pas forcément? Vous voulez dire, hacker des cibles en Afrique? Ouais. Est-ce qu'elle essaye d'enrôler, je sais pas, des jeunes Africains ou des Africains qui aimeraient faire du hacking Alors, il n'y a pas vraiment de traces concrètes de ça, même si on peut le supposer, étant donné que si on n'a pas de traces concrètes d'enrôlement de jeunes Africains pour du hacking, on a en revanche, par exemple, des fermes à trolls qui ont été créées sur place, par exemple au Ghana, encore par les structures d'Yevgeny Prigojine, où là, des jeunes Africains ont été enrôlés pour faire du trolling sur les réseaux sociaux. Donc, s'il y a l'un, pourquoi pas l'autre? Bien, merci beaucoup Kéliane pour tous ces éclairages, c'était vraiment passionnant. Merci encore, à bientôt. Merci à vous. De notre côté, on se retrouve d'ici une dizaine de minutes pour évoquer une nouvelle plateforme de Cyber Threat Intelligence qui va nous être présentée par Thales, donc qui fait partie d'un consortium de 11 entreprises. Et donc c'est une nouveauté, donc ça va être présenté ici même d'ici une dizaine de minutes. Merci à tous et merci encore Kéliane.